Bonjour et bienvenue au podcast Les Capsules de l'Univers. Pour avoir encore plus de belles chroniques, je vous invite à joindre ma page Facebook ou ma page Instagram du même nom, Les Capsules de l'Univers. Donc cette semaine, on va commencer par aller en septembre 2024. La mission Polaris Dawn de SpaceX a volé plus haut que l'humain. C'est rendu depuis les missions Apollo. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis que les humains ont volé si loin de la Terre. Les membres de l'équipage ont été lancés à bord d'une capsule Crew Dragon de SpaceX dans une orbite elliptique volant à une altitude initiale maximale d'environ 1200 km, où ils ont passé le début de leur première journée dans l'espace. Après quelques orbites, Dragon a augmenté son apogée pour atteindre une altitude maximale de 1400 km. À cette distance de la Terre, Polaris Dawn a volé à travers une portion des ceintures de radiation du champ électromagnétique enveloppé autour de notre planète. Prenant avantage de ce trajet, l'équipe a planifié de compléter une série d'expériences scientifiques pour étudier la radiation dans l'espace. La trajectoire atteint également un autre pas important pour les vols spatiaux humains. Menon et Gillis sont devenues les femmes ayant volé le plus haut de l'histoire pendant cette mission, dépassant le précédent record d'altitude de l'astronaute Catherine Sullivan en 1990. Elles ont volé plusieurs centaines de kilomètres plus haut que l'avait fait Sullivan, qui avait atteint une altitude de 621 km durant la mission STS-31 en navette spatiale pour aider à déployer le télescope spatial Hubble. Le focus de cette sortie dans l'espace est de tester la fonction et la mobilité des nouveaux habits spatiaux de SpaceX. Similaire en style aux lisses habits blancs portés par les astronautes de Dragon depuis le premier lancement avec équipage de SpaceX en 2020, ces nouveaux habits présentent des matériaux de contrôle thermique améliorés et de la technologie pour aider à protéger le porteur de l'environnement aride à l'extérieur, dont les conditions environnantes changent rapidement dans l'espace. La marche dans l'espace a eu lieu au troisième jour du périple de 5 jours de la mission Polaris Dawn et a duré un total de 2 heures. Puis, le quatrième jour de la mission a présenté une autre démonstration technologique, alors que l'équipage de Dawn s'est connecté au réseau de satellites de Starlink de SpaceX pour transmettre un message surprise à la Terre. Une nouvelle image du télescope Hubble a capté une étrange galaxie en forme d'anneau. Les bras de la galaxie sont étirés pour former un cercle presque parfait autour d'un disque central que l'on peut voir dans une nouvelle image de Hubble. La galaxie spirale à barres, formellement connue comme MCG 0707072, est localisée dans l'amas de Perséus situé à environ 320 millions d'années-lumière de la Terre. La galaxie a de minces bras librement enveloppés autour du centre qui émergent d'une barre au noyau, créant une forme inhabituelle. Elle est référée comme une galaxie spirale à barres provenant de sa structure centrale avec une barre au centre qui est composée d'étoiles. Cependant, sa classification officielle est une galaxie SBCR, en référence à ses bras spiraux qui s'étirent du centre barré, complétant seulement un demi-tour autour de la galaxie. La classification de galaxies à anneaux est réservée aux étranges galaxies avec un anneau rond de gaz et de formation d'étoiles, un peu comme les bras spiraux ont l'air, mais complètement déconnectés du noyau galactique, ou même sans noyau visible. Des galaxies à anneaux peuvent se former quand des galaxies fusionnent. Par exemple, quand une plus petite galaxie passe à travers le centre d'une galaxie plus large, la résultante de la perturbation gravitationnelle causerait une vague de formation d'étoiles se déplaçant à travers la plus grande galaxie et poussant ses bras en dehors, comme les vaguelettes causées par une roche jetée dans l'eau. Doté de capacités d'atterrissage autonome de haute précision, l'atterrisseur lunaire Argonaut de l'Agence spatiale européenne ouvre de nouvelles perspectives pour l'exploration lunaire. Dans le domaine de l'exploration lunaire, l'Agence spatiale européenne projette de développer Argonaut, un atterrisseur lunaire autonome et polyvalent, capable de transporter une charge utile significative de plus de 2 tonnes. Cet atterrisseur sera conçu pour effectuer une grande variété de missions logistiques. Il pourra transporter des consommables pour les astronautes, de l'eau, de la nourriture, des instruments scientifiques et même un chariot. De plus, cet atterrisseur jouera un rôle crucial dans l'établissement d'une station lunaire capable de produire et de distribuer de l'énergie, tant durant le jour que pendant les nuits lunaires. Pour assurer la présence d'un astronaute européen sur la Lune, l'Agence spatiale européenne se prépare à entamer des négociations avec la NASA. Le programme Argonaut est envisagé comme une proposition de coopération pour soutenir la logistique des missions Artemis en échange de la présence d'un Européen sur la Lune au début des années 2030. Pour convaincre la NASA, l'atterrisseur Argonaut doit démontrer des capacités d'atterrissage autonome d'une grande précision,
assurant ainsi des atterrissages sans incident sur des terrains encombrés. Pour garantir un atterrissage sans heurts à Argonautes, le projet vise à développer une intelligence artificielle capable de détecter en temps réel les dangers sur la surface lunaire grâce à l'analyse d'images capturées par les caméras et un lidar à bord du cargo. Si ce système pourrait aussi servir à la navigation sur la Lune en détectant les obstacles et les cratères, facilitant ainsi leur exploration et permettre par exemple la collecte d'échantillons provenant de divers sites lunaires, cette technologie pourrait tout aussi bien être adaptée à des missions sur Mars. Le centre de la Voie lactée est une région agitée, une région de laquelle nous arrivent des rayons gamma de très haute énergie, des rayonnements qui ne sont produits que par les processus physiques les plus extrêmes de l'univers. La particularité d'un rayonnement gamma, ce n'est pas sa composition, il est fait de photons comme la lumière visible, mais de l'énergie qu'il transporte. Pour la lumière visible, elle est de l'ordre de l'électronvolt. Les rayons gamma, eux, peuvent transporter 1 million de millions d'électronvolts, soit un téraélectronvolt. Grâce à l'observatoire HAWC, High Altitude Water Cherenkov, les astronomes ont même déjà observé en moins de 10 ans près de 100 événements gamma qu'ils qualifient de très haute énergie. Comprenez, des rayons gamma de plus de 100 TeV. Il faut dire que le HAWC est un observatoire un peu particulier. Il est posé à flanc d'un volcan au Mexique à plus de 4000 mètres d'altitude. C'est un observatoire fait de centaines de cuves d'eau et de détecteurs qui captent les traces des particules chargées qui se déplacent très vite, comme celles qui sont produites lorsque des rayons gamma nous arrivent. Une équipe internationale de chercheurs raconte aujourd'hui comment elle a non seulement observé des rayons gamma de très haute énergie, mais aussi pour la première fois retracé leur origine jusqu'au centre de la Voie lactée. Ces travaux confirment pour la première fois la présence d'une source de rayons gamma de très haute énergie à un endroit de la Voie lactée connu sous le nom de dorsale du centre galactique, ce qui signifie que le centre galactique abrite certains des processus physiques les plus extrêmes de notre univers. Pour en apprendre un peu plus sur le Pévatron, les physiciens attendent désormais avec une impatience non dissimulée la mise en route d'une nouvelle installation pour l'observation des rayons gamma. Le Southern Wide-Field Gamma Ray Observatory est en cours de construction dans le désert d'Atacama au Chili. Il devrait permettre d'ouvrir une fenêtre un peu plus large encore que le HAWC sur le centre de notre Voie lactée, et peut-être révéler enfin le mystère des processus physiques extrêmes qui s'y jouent. Les astéroïdes vagabonds posent une menace pour la Terre. Quoiqu'il n'y a pas eu d'événements cataclysmiques depuis 65 millions d'années, ce n'est pas sans dire qu'il n'y a pas eu de moment à se ronger les ongles durant le survol des roches spatiales. En 2013, par exemple, l'astéroïde Chelyabinsk a pénétré dans l'atmosphère terrestre brillant comme un second soleil et envoyant des ondes de choc dans la région environnante. Les agences spatiales autour du monde veulent être préparées. À cette fin, la NASA a lancé la sonde spatiale de test de redirection d'un double astéroïde, DART, en 2022. Sa mission a été dédiée à démontrer une déviation de l'astéroïde par le biais d'un impact cinétique. DART a entré en collision avec succès avec un astéroïde près de la Terre appelé Dimorphos, qui fait partie d'un système binaire, car il est en orbite autour d'un astéroïde plus large appelé Didymos. Beaucoup d'informations incroyables ont déjà été récoltées de cet impact. Selon un article publié en 2024 sur l'événement, DART a créé un large cratère sur Dimorphos. En fait, il a remodelé la roche si drastiquement qu'il a déraillé de sa progression originelle. Une surprise était combien DART a été capable d'altérer Dimorphos. Avant la collision, l'astéroïde était de forme oblate, il était aplati le long d'un axe, provenant probablement de sa propre rotation ou par un effet gravitationnel. Après la collision, la forme de Dimorphos est devenue allongée, signifiant que l'astéroïde était étiré le long de son axe, le faisant plus long dans une direction. L'impact a probablement causé cette élongation en redistribuant la masse de l'astéroïde et en altérant sa dynamique rotationnelle. La collision avec DART a en effet affecté la dynamique et l'équilibre des deux parties du système binaire, raccourcissant l'orbite de Dimorphos, cela comme les scientifiques l'avaient espéré. Les premiers échantillons récoltés sur la face cachée de la Lune révèlent une activité volcanique ancienne. Des chercheurs ont eu leur premier regard sur des échantillons ramenés du côté sombre de la Lune et les roches détaillent une histoire d'activité volcanique qui s'étale sur des milliards d'années. Les résultats sont les premières analyses scientifiques d'échantillons ramenés par la mission chinoise Chang'e 6 qui a récolté près de 2 kg de sol lunaire et a retourné l'échantillon sur la Terre dans une capsule en juin 2024.
Change 6 était la seconde mission chinoise à allunir sur la face cachée de la Lune après Change 4 en 2019. Les deux ont alluni dans le pôle sud le bassin Aitken, un cratère qui est le plus large et le plus ancien de la Lune et qui a été formé il y a environ 4 milliards d'années. Comme attendu, les chercheurs ont trouvé que la fine poussière, s'étalant de 1 à des centaines de micromètres en grandeur, contient un mélange de grains de différentes époques géologiques. Le bombardement constant par des micrométéorites et des particules solaires à haute énergie brise la roche en poussière. En mesurant l'abondance des isotopes, les chercheurs ont trouvé que des grains de poussière provenaient d'une lave qui a fait éruption à la surface il y a environ 2,83 milliards d'années. Les autres trouvailles de l'équipe étaient principalement similaires, quoique les scientifiques ont aussi trouvé des grains de lave aussi vieux que 4,2 milliards d'années. Ces trouvailles montrent que la Lune a eu de l'activité volcanique pendant des milliards d'années avant de devenir l'environnement fixe que l'on observe aujourd'hui. Des astronomes ont découvert un nouvel étrange cercle de radio près du centre de notre galaxie. Un mystérieux anneau de lumière radio pourrait avoir été créé par un type d'étoile massive ayant un puissant vent de radiation soufflant ses couches externes. La découverte a été faite à l'aide du radiotélescope MIR-4 situé en Afrique du Sud. En 2019, les astronomes réalisant un survol avec le télescope ASCAP australien ont remarqué plusieurs anneaux étranges de lumière radio qui sont indétectables dans les longueurs d'onde de la lumière et sans source évidente. Les astronomes les ont appelés d'étranges cercles de radio. Seuls quelques-uns sont couramment connus, mais maintenant un nouveau cercle a été découvert qui brise toutes les règles. Avant cette découverte, tous les précédents cercles ont été trouvés à des latitudes galactiques élevées. En d'autres mots, ils sont élevés au-dessus du plan de notre Voie lactée, signifiant qu'ils sont soit très près de nous dans notre galaxie ou qu'ils sont extragalactiques. En effet, plusieurs de ces cercles contiennent une galaxie au centre de l'anneau et on pense que ces cercles ont été produits par une explosion de cette galaxie, résultant en une pulsion d'énergie. Ce nouveau cercle, cependant, est seulement à 6 degrés au-dessus du plan galactique. Il apparaît en plus, selon notre point de vue, être très près du centre galactique. Cependant, cela pourrait être une simple coïncidence. Le travail est en cours avec le chercheur d'astéroïdes de nouvelle génération de la NASA. Les miroirs pour le télescope spatial de surveillance des objets proches de la NASA sont en train d'être installés et alignés et le travail sur les autres composantes de la sonde spatiale s'accélère. La nouvelle sonde spatiale chercheuse d'astéroïdes de la NASA prend forme. Appelé le surveilleur NEO, Near Earth Object, ce télescope avant-gardiste va chercher les astéroïdes et les comètes les plus difficiles à trouver qui pourraient poser un danger pour notre planète. En fait, c'est le premier télescope spatial de l'agence désigné spécifiquement pour la défense de la planète. Son lancement en 2027 va faire voyager la sonde spatiale 1 million de milles pour atteindre une région de stabilité gravitationnelle appelée le point Lagrange L1 entre la Terre et le Soleil. De ce point, son large parasol va bloquer l'éblouissement et la chaleur du Soleil, permettant à la mission de découvrir et de traquer des objets près de la Terre alors qu'ils s'approchent de la Terre en direction du Soleil, ce qui est difficile pour d'autres observateurs à faire. Le télescope spatial pourra aussi révéler des astéroïdes appelés trojanteurs qui sont difficiles à voir du sol terrestre. La Terre et tout ce qui est proche du Soleil est constamment bombardé par du gaz ionisé. Ce vent solaire est poussé dans la galaxie après avoir été énergisé par la couronne solaire, parfois à plus de 500 km par seconde. Mais pour atteindre cette vitesse, le plasma a besoin de plus d'énergie que le Soleil en fournit. Alors d'où cela provient-il? Une équipe d'héliophysicists pense qu'ils ont trouvé la réponse. Des vagues à l'intérieur du Soleil. Tout comme l'oscillation des particules de gaz crée des vagues sonores, l'oscillation des particules de plasma chargées crée ce que l'on appelle des vagues alphénes. À cause des charges en mouvement, ces vagues affectent également le champ magnétique d'un plasma, causant même le changement de direction si les vagues sont suffisamment grosses, et cela peut entraîner que les particules autour d'elles vont surchauffer ou bien changer de vitesse. On a longtemps prédit que les vagues alphènes peuvent influencer la vitesse du vent solaire, mais les scientifiques ne peuvent pas dire si elles génèrent assez d'énergie pour subvenir aux besoins énergétiques de son parcours dans l'espace. En comparant les mesures de la sonde Parker de la NASA et de l'orbiteur solaire de l'Agence spatiale européenne, les chercheurs ont trouvé des preuves que les vagues alphènes sont dans le vent solaire et lui donnent même un boost énergétique. On sait que cela contribue à l'accélération, car le vent était plus rapide à l'orbiteur solaire qu'à la sonde Parker. Et on savait qu'il contribue au réchauffement, car le vent était plus chaud à l'orbiteur solaire qu'il n'aurait été si les vagues n'étaient pas là.
La découverte peut aussi projeter de la lumière sur des systèmes d'étoiles lointains. Il est probable que des systèmes solaires comparables au Soleil se comportent pareillement. Donc l'observation à distance des paramètres des étoiles pourrait être suffisante pour prédire les conditions de leur environnement qui pourraient affecter le potentiel habitable des planètes qui les orbitent. Nous en sommes à un pas de plus près pour résoudre le mystère de l'eau disparue sur la planète Mars. Peu de scientifiques doutent que Mars ait déjà été chaude et humide. Les preuves pour un tel passé continuent de s'accumuler et même un scepticiste sain ne peut les rejeter. Toutes ces preuves mènent à la prochaine question. Qu'est-il arrivé à toute cette eau? Mars porte les marques d'un passé dans l'eau qui circulait librement sur sa surface. Il y a des marques nettes d'anciens cours d'eau, de lacs et de littoraux. Le chariot Persévérance de la NASA fait son chemin autour du cratère G0, un ancien lac, et trouve des minéraux qui ne peuvent s'être formés qu'en présence d'eau. L'eau qui a créé ces paysages est partie maintenant. Une partie s'est réfugiée dans les calottes polaires, où elle reste gelée. Mais à part cela, il y a seulement 2 endroits où les restants de l'eau ancienne de Mars auraient pu aller, sous terre ou dans l'espace. Des scientifiques pensent qu'il y a de l'eau sous la surface de Mars. En 2018, des chercheurs ont trouvé des preuves qu'un large lac subglacial à environ 1,5 km sous la région polaire sud a noté que ces résultats ont été reçus avec un certain scepticisme. Même si le lac est réel, il n'y a pas suffisamment d'eau pour compter pour toute l'eau perdue sur Mars. Il y a seulement 2 endroits où l'eau a pu aller. Elle peut être gelée sous la surface où des molécules d'eau peuvent se briser en atomes et les atomes peuvent s'échapper de la haute atmosphère dans l'espace. Pour comprendre quelle quantité d'eau il y avait et qu'est-ce qui lui est arrivé, nous avons besoin de comprendre comment les atomes se sont échappés dans l'espace. Comment Mars a perdu son eau est actuellement l'une des grandes questions de la science de l'espace. C'est plus que seulement Mars. Cela peut nous aider à comprendre la Terre, Vénus et les exoplanètes rocheuses que nous trouvons dans d'autres zones habitables et de savoir comment elles évoluent. Mais pour le dire crûment, Mars a perdu son eau et pas la Terre. Pourquoi? Nous avançons tranquillement vers la réponse. Les astronautes de la mission Polaris Dawn vont faire un passage audacieux dans la ceinture terrestre de radiation de Van Allen. La mission pionnière Polaris Dawn de SpaceX va bientôt commencer son tracé périlleux en orbite autour de la Terre, et le plongeon à travers la ceinture de radiation qui est enveloppée autour de notre planète. La mission Polaris Dawn de SpaceX va bientôt commencer son trajet vers l'orbite terrestre et en même temps va faire un plongeon à travers les ceintures de radiation. Bientôt, l'équipage va atteindre une hauteur maximale de 1400 km, ce qui est 3 fois l'altitude de la Station internationale spatiale et plus loin qu'un humain a volé depuis l'ère des missions Apollo, il y a plus de 50 ans. Sur le parcours des 5 jours, alors qu'ils voleront à une altitude record, la capsule Dragon Résilience de SpaceX transportant l'équipage va passer à travers la ceinture interne de radiation Van Allen, une des 2 formes de beigne composées de particules hautement énergétiques provenant du Soleil qui sont magnétiquement trappées autour de la Terre. Les ceintures qui protègent notre planète et son atmosphère de milliards de particules se déplaçant rapidement sont plus fortes au-dessus de l'équateur et presque inexistantes au pôle. La capsule de SpaceX a été rigoureusement testée pour s'assurer que les instruments ne vont pas cuire avec toutes les radiations, ce qui priverait les membres de l'équipage de leur capacité de navigation et de communication. Pendant que l'équipage de SpaceX a testé les limites des composantes avioniques en envoyant des radiations dessus jusqu'à ce qu'elles brisent, les plongeons à venir vont tester cette capacité en temps réel, fournissant des données qui seront utiles à l'avancement technologique, telles que les combinaisons spatiales et les instruments qui supportent la vie, qui seront nécessaires pour des missions futures prolongées avec un équipage à bord. Les scientifiques planifient également de chercher tout effet biologique causé par les radiations en comparant la santé des membres de l'équipe avant et après le vol, ce qui sera précieux pour élaborer des contre-mesures et de la médecine personnalisée pour les astronautes pendant de futures missions. Durant l'âge des dinosaures, des volcans étaient en éruption sur la Lune. Il y a 120 millions d'années, pendant que les dinosaures parcouraient la planète, de la lave coulait sur la Lune. C'est la conclusion surprenante que découle de l'analyse de 3 microscopiques billes de verre. De précédentes roches volcaniques lunaires indiquaient que l'activité volcanique de la Lune s'était terminée il y a 2 milliards d'années, quand la vie sur Terre n'était encore que vie microbienne. Mais certaines données indiquent qu'il y a eu des éruptions plus récentes. En 2014, par exemple, des chercheurs ont signalé des endroits sur la surface lunaire qui avaient surprenamment peu de cratères. Peut-être à cause qu'ils ont été formés par de la lave qui a refroidi il y a moins de 100 millions d'années.
Alors, l'équipe de chercheurs qui, derrière ce nouvel ouvrage, a soigneusement analysé environ 3000 minuscules billes de verre collectées de la surface lunaire par la mission chinoise Chang'e 5, évaluant laborieusement leur composition chimique pour déterminer si elles se sont formées volcaniquement et si oui, quand. Certains portaient les signes d'une origine volcanique qui ont été datés dans le début de l'ère du Crétacé. C'est du jamais vu auparavant. Les astronomes ont découvert une planète qui vient de naître. Les planètes naissent dans les disques de poussière, dans un environnement chaotique qui demeure pendant 5 à 10 millions d'années et qui empêche généralement les astronomes d'observer ces premiers stades de formation. Mais cette fois, la chance était de leur côté. Une équipe de l'Université de la Caroline du Nord aux États-Unis rapporte avoir mis la main sur une planète qui est en orbite autour d'une étoile naine âgée de seulement 3 millions d'années. Cette planète géante a été débusquée par la mission TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, d'où son nom, TIDI-1b, dérivé de Test Investigation Demographics of Young Exoplanets. Elle est située dans le nuage moléculaire du Taureau, qui est à quelques 430 années-lumière de la Terre. Cette observation est grâce à un disque de débris fortement déformé qui a permis d'exposer la planète au regard de nos instruments. Comment cela a-t-il pu arriver? Les astronomes se posent encore la question, mais ils ont quelques pistes, comme celle de la migration de la planète sur une orbite propice à son observation, ou bien l'influence d'une étoile compagne de son étoile hôte, ou encore une sorte de pluie de matière qui serait tombée sur le système solaire depuis la région voisine de formation d'étoiles, déformant le disque de poussière. Quoi qu'il en soit, les astronomes rapportent que IRAS 04-125 plus 2902b présente un diamètre semblable à celui de notre Jupiter, pour une masse qui n'est plus du tiers de celle de la géante de notre système solaire. De quoi penser que la planète n'est pas une géante gazeuse comme Jupiter et qu'elle pourrait perdre son atmosphère aujourd'hui pour gonfler pour finir en mini-Neptune et même en super-Terre, les types de planètes les plus courants dans la Voie lactée. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. Je vous invite à aller sur mes pages Facebook et Instagram, les Capsules de l'Univers, même sur YouTube, pour avoir encore plus de chroniques sur l'espace. À la semaine prochaine!